Mais est-ce que c'est aussi parce que le polar est un visage critique de la société qui met en place des personnages qui ont une crise de conscience? C'est ça aussi qui vous intéresse? Ça dépend desquels. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, personnellement, enfin, dans ce que je fais, j'aime dans le polar l'ambivalence que peuvent avoir les personnages, donc le fait que ça puisse ne pas être manichéen tout en abordant des personnages assez contestables. C'est ça qui est intéressant, parce que ça les place souvent dans des situations un peu limites. C'est des personnages qui peuvent être eux aussi un peu limites, donc ça crée cette ambivalence que j'aime beaucoup, donc des dilemmes, donc des choses assez fortes en termes de dramaturgie, c'est sûr. Alors, ça s'appelle Leçon de cinéma, donc on va aller faire un petit tour du côté de votre cuisine, de la mise en scène. Quelle est la partie du processus de réalisation qui vous intéresse le plus? Le tournage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est là où moi je m'exprime le plus et je trouve que la mise en scène, elle se fait quand même au tournage, enfin à mon sens, c'est là où on a les acteurs, c'est là où on a la caméra, c'est là où on a tous les éléments sont réunis finalement pour mettre en scène. Et moi en plus j'aime vraiment beaucoup le tournage parce que j'aime tout ce quand c'est vivant, donc j'aime vraiment l'énergie que procure le tournage, qui peut d'ailleurs être piégeuse parce que parfois on s'emballe sur le tournage, on arrive au montage, on fait voilà. J'aurais mieux fait de me calmer un peu. Mais c'est vraiment le tournage, je trouve, pour un metteur en scène. On adore le montage aussi, parce que le montage c'est magique et c'est très satisfaisant. Mais quand même, le tournage, je pense, c'est là où on crée le film et où notre responsabilité est la plus forte. Et où la mise en scène, enfin même la simple définition de la mise en scène, c'est le plateau. Et la partie que vous préférez le moins? Ouais, je les aime à peu près toutes, mais je vais pas mentir, le montage son, ça me fait pas délirer de ouf, par exemple. Mais bon, c'est parce que c'est très technique et que finalement, j'adore le résultat, c'est très important pour les films, mais j'aime tout quand même, moi, dans le processus de faire un film. Je trouve ça très joyeux, je suis toujours très excité, parce que l'écriture, ça peut être difficile, parce qu'on ne sait pas trop où on va, et donc ça peut créer beaucoup de doutes. On s'excite et que le lendemain on relit, en fait c'est pas terrible. Enfin, voilà, ça peut être, on peut se sentir un peu seul. Le tournage. Les repérages, parce qu'avant le tournage il y a les repérages. La préparation. Ouais, les repérages, il y a des décors. Les décors sont très importants dans votre cinéma, donc je me dis que ça aussi, ça doit vous exciter de faire exister d'abord le premier personnage du film à travers le décor. Oui, après, moi, la préparation, pour le coup, c'est pas là où je m'exprime le mieux, parce que c'est vrai que les repérages, c'est toujours, d'abord c'est important, et puis il s'agit pas de faire l'impasse là-dessus, mais moi j'aime bien le live, donc quand je mets en scène sur le plateau, je suis quand même, j'aime pas trop préparer, j'aime pas trop, je storyboard pas du tout, j'aime même pas trop répéter, j'aime bien laisser place à l'accident, à ce que je vais voir en direct comme ça sur le plateau, à laisser libre les comédiens et prendre des décisions comme ça, avec évidemment ma narration en tête, parce que c'est de ça dont il faut jamais s'échapper, pardon. Mais je suis assez pro live, moi. Mais bon, il y a plusieurs écoles. Nous remettons aujourd'hui le prix Claude Chabrol. Nous avons la chance d'avoir sa fille, Cécile Mestre-Chabrol, qui est avec nous. C'est formidable. Merci Cécile. Oui, enfonce-toi dans ton siège. Je dis ça parce que je voudrais qu'on aborde un peu aussi votre travail d'écriture. Chabrol disait: je travaille toujours de la même manière, à la main, avec un cahier spécial, où je sais que chaque page correspond à environ 1 minute de tournage. Comment vous travaillez? Alors moi déjà je travaille pas seul, je serais incapable de travailler seul à l'écriture. Et d'ailleurs je serais aussi tout à fait incapable d'écrire pour quelqu'un d'autre que pour moi. Parce que pour moi ma partie, enfin ma collaboration à l'écriture est vraiment en vue de ce que je vais faire sur le plateau, en tout cas de ce que le film va être dans sa globalité. Donc moi j'ai tout le temps besoin d'un scénariste pour travailler avec moi, à qui je confie plus le côté scénario définitif, parce que pour un scénariste, le scénario est quelque chose de définitif, quelque chose qui ne va pas évoluer, alors que moi quand j'écris je vois déjà toute l'évolution, donc parfois ça me contraint même dans le choix de ce que je vais écrire, et puis je n'ai pas les compétences d'un très bon scénariste. J'ai besoin d'écrire pour avoir mon film quand je rentre en prépa, pour le tenir, savoir exactement ce que je raconte, qui sont mes personnages, pourquoi je les aime, pourquoi j'ai envie de les défendre, pourquoi j'ai envie de leur taper dessus, quelles sont leurs trajectoires, est-ce qu'ils ressemblent à quelqu'un que je connais. Enfin, j'ai besoin d'abord
tout ça pour bien maîtriser mon film et ce qu'il va devenir surtout. Mais j'ai aussi besoin de scénaristes pour structurer l'écriture, pour être le garant de ça. Donc je suis vraiment... moi je suis plus réalisateur que scénariste. Vraiment, je participe à l'écriture parce que j'en ai besoin. Mais vraiment, j'ai besoin d'un scénariste pour travailler à l'écriture. D'accord. Ça veut dire que vous travaillez ensemble, il vous envoie des choses, vous pouvez après rebondir. Oui, bien sûr, bien sûr. On travaille très longtemps en fait sans écrire. C'est-à-dire que c'est des très longues réunions de brainstorming au bureau, chez l'autre, où vraiment on se raconte le film, puis après on passe à la scène, on se raconte les scènes, etc. Donc on part au macro pour arriver au micro sur l'ensemble de la narration, de la structure, de qu'est-ce qu'on raconte, du propos, de comment les personnages vont évoluer, de leurs arches, de la structuration des actes. Voilà, ça on le fait pendant très longtemps, ça peut prendre des mois d'ailleurs. Et puis après, je le laisse faire une première version de scénario. Donc c'est lui qui écrit quelque part, qui prend le clavier. Et sur cette première version, moi je retape dedans. Donc après, on est dans l'échange effectivement des scènes. Il y a des scènes que je vais écrire moi, bon, notamment les scènes d'action en général, je les prends moi parce que les scénaristes ça les gonfle. Pour la plupart de ceux que je connais, moi je les aime bien. Mais sinon, oui, après c'est un ping-pong, chacun prend des scènes, on se corrige, on se renvoie des idées, et après on reprend le principe du brainstorming pour la version d'après, etc., etc. Mais il y a plus de réflexion que d'exécution finalement. Et est-ce que vous faites partie de ces réalisateurs qui testent leur matériel, c'est-à-dire une fois que c'est écrit, de vous mettre à jouer en disant mais ça, si j'arrive pas à le jouer, non, parce qu'il y a les metteurs en scène qui travaillent beaucoup comme ça. Non. Moi, si je fais ça, je pense que je jette tous mes scénarios. Je veux dire, j'arrive pas à le jouer. Allez, non, en revanche, je fais beaucoup lire, moi. J'aime beaucoup les avis extérieurs. C'est quelque chose qui me... Il y a des gens que ça fait peur. Moi, j'aime bien. C'est chiant parce que ça met face à des doutes parfois. Mais je trouve que quand sur 10 lectures ou 10 visionnages de films, il y a 9 avis concordants sur un moment ou un autre, en général, c'est qu'il y a un problème. Et à qui vous faites lire des acteurs, des producteurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le métier? Les meilleurs avis, évidemment, sont les gens qui ne sont pas impliqués fort dans le film, je trouve. Enfin, bon, le producteur, évidemment, mais ça, c'est parce que c'est son film aussi, en tout cas, ça fait partie du processus de fabrication. Mais j'aime bien faire lire à certains gens qui font du métier, mais qui ne vont pas forcément faire le film. Ça peut être une manuscrite, mais aussi des gens qui ne font pas du tout ce métier. Parce que parfois c'est juste, est-ce que l'histoire tient, est-ce que tu t'es attaché au personnage, est-ce que tu n'en as pas rien à foutre de ce qui lui arrive. Et ça c'est important parce que finalement à l'arrivée c'est ça qui va rester. J'ai beau mettre autant de caméras que je veux, faire courir tout le monde dans tous les sens, si l'histoire n'est pas attachante et n'est pas prenante, il n'y a pas de film. C'est quand même un peu la base. Donc moi j'aime bien partager. Cette consultation, elle a lieu qu'au niveau du scénar ou aussi dans les premiers montages, par exemple. Stanley Kubrick avait comme ça un certain nombre de personnes, et notamment des journalistes. Il y a Michel Simon en France qui est encore vivant, à qui il montrait ses films pour avoir des retours. Est-ce que ça, c'est aussi une pratique que vous avez? Je le fais aussi, j'aime bien montrer les montages. Alors, on essaie de les montrer quand même à un moment où nous, on commence un peu à être contents, parce que sans quoi, on ne va pas prendre la vie des gens de la bonne manière. Parce que ça, oui, non, je sais, c'est pas bien. Il faut déjà être un peu content, donc se confronter à la vie des gens, ce qui n'est pas forcément facile, mais moi je le fais beaucoup. Je fais des projets comme ça avec des amis où je mets des gens très différents dans la salle et à la fin on boit un coup, je prends les avis, je prends ce que j'ai envie de prendre là-dedans. L'idée c'est pas forcément d'écouter tout le monde, mais d'entendre et donc de digérer et parfois corriger, parfois conforter ce qu'on a fait. Est-ce que le film que les spectateurs que nous découvrons, il est fidèle à ce que vous avez écrit? Ou au contraire, il y a une transgression? Alors moi, les films sont assez fidèles, honnêtement. Novembre, très 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 fidèle. Bac Nord aussi, à part le film démarre par Gilles, le personnage de Gilles qui est incarcéré. C'est pas dans le scénar, mais globalement, c'est quand même très fidèle. Je voudrais qu'on finisse avec Claude Chabrol, parce que c'est bien d'avoir un peu de Chabrol.
Il disait ce qu'il y a de plus beau dans le cinéma, c'est que le travail du réalisateur, c'est une œuvre collective. Et il y a très peu aujourd'hui d'activités créatives qui conjuguent comme ça autant de talents. Peut-être la musique avec un chef d'orchestre et ses musiciens. Et il rajoutait ça, bien sûr le réalisateur doit avoir un rêve, sinon cela ne sert à rien. Quel est le vôtre, Cédric Jiménez, de rêve? Moi, j'ai toujours de liberté. J'ai toujours de liberté. Moi, j'adore ce métier parce que je fais quelque chose que j'aime, passion. Je n'ai pas l'impression de travailler, en fait, honnêtement. J'adore ce que je fais. Je le fais enfin, quand je veux. En tout cas, je le fais à mon rythme. Et ça m'amène une liberté folle. Et le rêve, c'est de la garder, cette liberté. On reste un peu enfant toute sa vie quand on fait ce genre de choses. Donc, c'est quand même. On est très privilégié pour ça. Souvent, les artistes, quand on les rencontre, c'était le cas hier dans la rencontre qu'on a animée ici, on se rend compte que les artistes trouvent une force dans ce qui les accable, véritablement, ce qui les empêche de vivre. Ce qui les empêche de vivre, d'ailleurs, ils en font une grâce. De quoi avez-vous besoin pour faire un film? D'être justement libre ou d'aller vers quelque chose dont vous avez envie de vous libérer? Non, moi j'ai besoin de vibrer déjà clairement et de mettre un peu en danger, donc d'aller toujours sur des sujets où je sais que ça va être difficile, en tout cas à réussir. J'ai besoin de challenge. Si je m'ennuie, j'ai une capacité à m'ennuyer assez exceptionnelle. Donc j'ai besoin de ne pas m'ennuyer, donc d'être vraiment excité. Et dans les sujets, c'est vrai que j'aime bien le conflit humain, mais dans le sens noble du terme, quand les gens sont face à des situations complexes, et c'est par ces situations complexes que des choses très fortes ressortent, des vérités ou des contre-vérités. Donc j'ai besoin un peu de cette électricité. Je vais la chercher sur le plateau, je vais la chercher dans ma vie, mais je vais beaucoup la chercher dans mon travail. Alors justement, Abel Ferrara, grand auteur de polar, s'il a écrit des personnages aussi viscéraux que le flic drogué erratique d'Hervé Kettel dans Bad Lieutenant, ou le baron de la drogue incarné par Christopher Walken dans King of New York, c'est parce qu'il a vécu cette expérience. Est-ce qu'il faut passer par la douleur, la souffrance, l'angoisse pour faire un film puissant? Non, moi je ne suis pas du tout de cet avis-là. Moi, j'aime ce que je fais et pour moi, ça me procure beaucoup de joie, de bonheur. Et sur le plateau, en écriture, j'aime prendre du plaisir. Même sur un film comme Bac Nord, où c'est très tendu à l'image, on se marrait beaucoup. Moi, le plaisir est au centre de mon travail. Donc, je ne suis pas du tout de cet avis, en tout cas pas de cette école de il faut souffrir pour en mériter, il faut souffrir pour être un artiste. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Mais vous qui n'avez pas fait d'école de cinéma, est-ce que c'est un regret à un moment dans votre façon de faire des films, de mettre en scène en disant « Ah, il me manque encore des choses » et où vous faites confiance à votre expérience, votre empirisme pour dépasser ce qui vous manque? Non, mais de toute façon, il nous manque toujours des choses. Hein. Quand il manque plus rien, il faut arrêter. Hein. Non, mais après, moi, j'ai pas fait d'études et parfois je le regrette, mais de façon générale, parce que les études, c'est un outil et il vaut mieux avoir un outil que pas en avoir. C'est une certitude. Après, chacun joue sur ses forces. Moi j'essaye de faire confiance à mon instinct, parce qu'effectivement, c'est un peu là-dessus que j'ai construit ma vie. Donc, j'essaie de l'appliquer dans mes films, mais malgré tout, l'apprentissage, plus j'apprends, plus je me rends compte que je progresse. Donc, si j'avais à donner un conseil à quelqu'un, c'est d'aller faire des études. Je ne dirais pas non, ça sert à rien. Non, je pense que c'est important. Et après, de toute façon, on ne cesse d'apprendre finalement. Donc, au plus on le fait tôt, au plus on est équipé. Et dans cet apprentissage, un jour j'ai rencontré Bertrand Blier qui me dit l'important aussi, c'est de voler. L'ouverture des valseuses, ces deux vers qui poussent Gérard Depardieu dans un caddie, il ne sait pas avant de tourner cette scène comment il va la tourner. Et il m'a fait cette confidence, il m'a dit mais en fin de compte, moi aussi je vole. J'ai volé à Lynch, j'ai volé à certains metteurs en scène. Est-ce que vous, il vous est arrivé aussi de voler un plan, c'est-à-dire en réinterprétant? Bien sûr. Je pense qu'on vole même sans s'en rendre compte.
clairement. Quand on voit beaucoup de films, et quand il y a des films qu'on a vus 20 fois, je pense que même si on ne le fait pas exprès, on lui vole quelque chose. On lui vole des plans, on lui vole l'ambiance, on lui vole quelque chose, forcément. C'est ça, la bonne référence, c'est ça. On ne peut pas tout réinventer à chaque fois. Je vois même pas comment ça pourrait être possible. Et puis on vole même aux acteurs. Je veux dire, sur le plateau, je leur vole leurs émotions, littéralement. C'est un pacte sain, mais il faut prendre, quand on est réalisateur, c'est très important de prendre un maximum pour le transformer en quelque chose de bien et qu'il rentre dans le spectre de ce qu'on a défini à l'écriture. Mais on ne fait que ça, prendre et puiser de l'autre. Le propre d'un bon film, c'est de nous permettre à nous, spectateurs, de nous identifier. C'est de s'approprier le film. Est-ce que vous vous identifiez à vos films? Est-ce que vous faites des films que vous avez envie de voir? C'est ça qui vous motive comme metteur en scène? Oui, ça c'est sûr. Je pense que je serais incapable de faire un film que j'ai pas envie de voir. C'est évident. Et vraiment, je fais des films que j'ai envie de voir. Et puis moi, j'essaye, parce que moi j'aime vivre les films. J'aime plus les vivre que les voir quelque part. Donc quand je mets en scène, c'est ce que j'essaye de recréer et de proposer au spectateur, c'est d'avoir un rapport un peu physique au film et de le vivre plus que de le voir, vraiment. Donc d'être vraiment de façon très organique, immersive à l'intérieur du film et de son histoire et des personnages qui se développent à l'intérieur de la narration. Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai un rapport assez charnel au cinéma et j'essaie de le rendre à l'image. La violence, c'est un élément de la dramaturgie du film noir. Est-ce que la violence au cinéma peut être belle? Graphique, en tout cas, c'est sûr. Belle, je ne sais pas si la violence et la beauté sont deux choses qui puissent vraiment communier, mais c'est sûr qu'elle peut servir un propos, en tout cas. Donc elle peut servir à raconter quelque chose de beau, mais elle ne peut pas être belle en elle-même. Elle peut être belle parce qu'elle sert un propos qui est beau, et évidemment, elle peut être aussi très graphique. Et le cinéma est quand même un art visuel, et c'est sûr que dans la violence, il y a quelque chose d'assez impressionnant, et donc qui crée une émotion très forte sur laquelle on peut s'appuyer pour ensuite développer quelque chose d'autre. La violence, l'émotion dont vous parlez, c'est parfois la peur. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, en tant que metteur en scène ou en tant qu'homme, tout simplement? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est une rencontre, on a dit rencontre. Non, bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de répondre, je ne sais pas trop. Je pense qu'on a un peu tous peur de la mort, de façon générale, donc c'est pour ça qu'on a envie de vivre à fond. Mais non, en tant que cinéaste, pareil, j'ai envie de dire que j'ai peur de l'ennui. L'ennui serait quelque chose que je paierais très cher. Je pense que j'ai peur d'être fatigué par ce que je fais, et donc de commencer à m'ennuyer, de me regarder, et donc de ne plus vibrer assez pour pouvoir proposer quelque chose de puissant, de réel, de vrai, de sincère. Donc j'aurais tendance à me battre pour préserver ça, mais dès lors où on commence à se battre pour rester sincère, est-ce qu'on ne commence pas à perdre un peu de sincérité? Donc oui, ça peut faire peur, de s'affaisser un peu sur des certitudes qui peuvent être véritablement dramatiques en fait. Quand on fait un film noir, il faut accepter d'être controversé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis bien fait. Vous avez bien compris ce que c'était. Scarface, Brian De Palma. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque d'aller encore plus loin pour raconter des histoires, et peu importe si vous êtes bien allé là, quand même. Oui, justement, est-ce que ça vous a... Non, évidemment que non, ça va pas, Et puis honnêtement, il ne faut pas trop réfléchir à ça en fait, je pense. Parce que sinon on rentre un peu dans des calculs idiots, se dire oui mais ça il ne faut pas le faire parce que lui va penser si, on va dire ça. Je pense qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait, justement pour ne pas faire trop de conneries déjà. Être convaincu que ce qu'on dit est quelque chose que l'on pense véritablement et être honnête envers soi-même déjà. Mais après, il n'y a pas une volonté à aller toujours plus loin parce que ça va secouer les gens. Non, pas du tout. J'ai fait novembre avant que Bac Nord ne sorte.
Et donc, il n'y avait pas une volonté de répondre à Bac Nord. Bac Nord n'était même pas sorti quand j'ai tourné. Donc, non, c'est juste des coups de cœur avec des sujets. Et ouais, il faut se sentir concerné, il faut avoir. C'est beaucoup d'envie. C'est des rencontres, en fait, avec le sujet. Mais est-ce que vous acceptez le postulat que certains metteurs en scène ont, qu'un film, c'est à la fois un divertissement et une agression? C'est-à-dire que c'est de mettre le spectateur dans la disposition qu'il doit être différent en sortant de la salle comme il est rentré. Oui, en tout cas, il doit avoir vécu quelque chose, même si c'est purement émotionnel, même si c'est que du rire, c'est que de la peur. On ne peut pas le laisser indifférent. C'est quand même triste de laisser indifférent un spectateur, mais que ça soit même en musique, en littérature, en peinture. Le but, c'est quand même de créer quelque chose, de créer une émotion. Donc, c'est une remise en question des choses. C'est la pire des sanctions, c'est sûr. Mais est-ce que justement, la démarche de l'art et du cinéma, c'est de remettre en question les choses, accepter de désobéir, accepter de discuter, de contester? Oui, ça peut faire partie, ça peut faire partie d'une. Ça peut en faire partie, mais ça peut être aussi abondé dans un sens. Ce qui est important, c'est d'avoir un discours, et d'avoir un discours qui, une fois de plus, crée une émotion forte et qui crée chez le spectateur, qui le fait voyager quelque part. Alors, on voit bien par exemple, avec les comédies, il y a souvent plus de succès parce que les gens, et c'est très compréhensible, préfèrent passer un bon moment que se prendre des claques dans la gueule. C'est normal. Dans la vie, c'est pareil. Mais une comédie, si elle fait vraiment rire, si elle crée du bonheur, ben les gens vont être contents. Et de la même manière, un film d'horreur, ou pour prendre l'autre extrême, s'il fait très 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 peur, c'est là où les gens vont être contents. Parce qu'en fait, l'émotion recherchée, elle est là, et elle a été transmise par l'auteur, par le réalisateur, par les comédiens. Et c'est ça le cinéma quand même. C'est partager quelque chose, recréer quelque chose à l'image, qui est ressenti par le spectateur. C'est quand même ça l'essence, en fait. C'est aussi la transgression. Être transgressif même dans la comédie ou dans... Oui, mais la transgression, c'est comment dire... C'est déplacer les codes. Oui, mais c'est pas forcément... En fait, la transgression peut être une façon de faire bouger quelqu'un, tout comme... en fait, c'est pas obligatoire, je veux dire. C'est pas une démarche obligatoire, je trouve, que de transgresser pour faire réagir les gens. Ça peut être par quelque chose d'extrêmement classique et déjà vu. On peut donner aussi beaucoup de... On peut rendre quelque chose de très très puissant. Donc transgresser pour moi, ça peut être... C'est souvent utile, même parfois sur une scène ou deux, ou sur un seul personnage, mais c'est pas forcément le centre de la réflexion à mon sens. Quel est le film qui vous a bousculé, si on prolonge cette conversation? Justement, qui a fait bouger des valeurs ou une autre façon de regarder les choses? Il y a plus des livres que des films, honnêtement, parce que je trouve que, et surtout en faisant ce métier, on sait bien que le cinéma est quelque chose de recréé et de très fictionné. Donc, moi, il y a des films qui vont me toucher plus que d'autres, évidemment, mais au point que ça fasse changer ma vision du monde, je ne vois pas le cinéma comme ça. Voilà, alors forcément, un film de Ken Loach va me bouleverser. Je vais me dire, waouh, il a tellement compris son propos, c'est tellement bien raconté, il va tellement loin. Mais finalement, il va plus me donner envie d'ouvrir un livre ou d'aller chercher dans les infos tout ce que je peux trouver sur le sujet pour comprendre de où il est parti et profondément. Ça va me donner envie de creuser le sujet, mais le film ne va pas être l'objet qui va complètement me faire changer de vision sur un monde. Quand on se penche un peu sur vos films, et vous en avez un peu parlé, est-ce que ça vient de là? J'ai l'impression que vous avez envie de renouer avec le grand cinéma des années 70, le cinéma qui était un lieu de culture qui se penchait sur les préoccupations contemporaines. On a parlé de William Friedkin, French Connection, on parle de Sidney Lumet. Est-ce que vous avez envie de renouer avec ça? On parle des droits civiques, mais même si ce n'est pas le sujet du film, en tous les cas, de ne pas rester indifférent aux mutations de la société. Bien sûr, de toute façon, moi j'adore le réel, donc d'ailleurs j'ai fait quasiment que des films sur des histoires vraies, parce que le réel a pour la force du réel, c'est qu'il est réel. Donc forcément, quand on reconnaît
quand le spectateur reconnaît des choses qui existent, qu'il a déjà vues, et qu'on arrive à les traiter pour l'emmener à le comprendre mieux, à le creuser, forcément ça crée un lien très fort entre le film, son sujet et le spectateur. Donc oui, moi j'adore le réel, évidemment. Donc quand je vais sur un sujet comme la police, j'essaye de comprendre le fonctionnement de la police, j'essaye de me mettre dans leur regard, ce qui est forcément pas très facile, et de respecter ça et d'aller à fond dans cette direction, sans jamais véritablement finalement dire moi j'aurais fait ça. Non, ce qui est important, c'est qu'est-ce que le personnage va faire, qu'est-ce que le personnage ferait. Ce n'est pas qu'est-ce que moi je ferais, c'est qu'est-ce que le personnage ferait, et de comprendre, et c'est comme ça qu'on va comprendre qui il est, dans quel milieu il évolue, et du coup avoir ce que vous venez de dire, que fait très bien Lumet dans Serpico par exemple, où on comprend quels sont, par où passe ce personnage en infiltration pour complètement se perdre et finalement devenir anti-flic tant il préfère l'autre côté. Donc il y a tout ce parcours psychologique qui est aussi lié au fait qu'on comprenne ce qu'il fait, qu'on comprenne le système dans lequel il évolue et qu'on s'attache à lui aussi. Donc tout ça c'est un vrai travail de dramaturgie en fait qui est lié au réel. Ça veut dire que, en fait, le vrai film de fiction que vous avez fait, c'est votre premier film. Parce que tous les films, HHH, La Fraîche et tout ça, ça part du réel. J'ai l'impression que c'est plus le réel qui vous inspire que la fiction. C'est parce qu'il y a eu une expérience malheureuse avec cette fiction de premier film, c'était trop compliqué, et que le réel, ça vous donne une colonne vertébrale. Non, ce premier film était d'ailleurs un peu, alors c'était pas adapté d'une histoire vraie, mais c'était le moment où il y avait beaucoup de débats sur les caméras de surveillance, sur le fait que les hackers pouvaient, tout le monde mettait un scotch sur sa webcam, etc. Donc ça partait quand même de quelque chose que j'avais lu, qu'on avait lu dans la presse, et qui était un peu un petit sujet à ce moment-là. Mais oui, le réel, moi, me plaît parce que je m'y reconnais. Donc je vais toujours avoir avec ces personnages une connexion plus immédiate. Et comme je disais tout à l'heure, comme je recherche toujours, moi, quelque chose d'assez live et de vivre le film, forcément, le réel me permet de le faire plus facilement et de casser un peu les filtres de la fiction pour rapprocher le spectateur du film d'un point de vue intérieur. Il y avait Frédéric Tellier avec nous. Il y a un mot que vous ne dites pas, mais qui est sous-jacent à votre démarche, c'est le travail d'enquête. C'est-à-dire qu'avant de devenir réalisateur, vous êtes presque journaliste sur la façon d'aller chercher ce vérisme-là pour donner une ossature à votre cinéma. C'est ça? Vous voyez un peu comme ça, comme journaliste? De toute façon, non, honnêtement, je ne vois pas cette prétention-là, mais quand on prépare un film comme Bac Nord ou Novembre, de toute façon, c'est une évidence que d'aller à la rencontre des vrais protagonistes, des policiers, parce que sinon, carrément, on ne se base sur rien, on fait n'importe quoi, et ça crée des certitudes que de les entendre parler, que de les écouter, que de comprendre le fonctionnement, ne serait-ce que le fonctionnement de leur travail, de comment ils ont vécu, eux, l'incident aussi. Parce que, par exemple, sur Bac Nord, si on lit les journaux, tous les journalistes vont avoir un peu un point de vue, un angle différent sur l'affaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les flics l'ont vécu, à tort ou à raison. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de juger s'ils ont eu raison de le vivre comme ça, si même ils sont coupables ou innocents. Je ne suis pas juge. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur point de vue, parce que c'est ça finalement que je vais traiter. Et que même si leur point de vue est finalement... c'est abusé quand même qu'ils ne se soient pas rendus compte, quand même ils ont fait ci, quand même ils ont fait ça, c'est vrai, mais c'est celui-là que je raconte, donc c'est sur celui-là que je dois m'attarder, donc c'est celui-là que je dois le plus écouter. Parce que si je prends le point de vue forcément de l'autre côté, je vais avoir une version différente. Mais je dois faire un film, c'est ça, c'est aussi une question de point de vue. Et le point de vue, si on le lâche, à mon sens, on perd l'essence même de ce qu'un film doit être. Il doit y avoir un point de vue de réalisateur, et ensuite, si c'est celui du point de vue de ce personnage-là, il faut le suivre et ne pas y déroger. Un film réussi, pour vous, c'est un film qui mélange à la fois la partie fiction et la partie documentaire pour qu'on puisse se dire c'est possible. En tous les cas, au-delà de c'est vrai, c'est vraisemblable. Le documentaire s'infiltre alors dans votre cinéma. Dans le mien, un peu, oui, effectivement. Après, un film réussi, Édouard Main d'Argent, on est très loin du documentaire, mais on comprend très bien comment Édouard, ses douleurs, etc. Et quand on passe dans le point de vue
le personnage de Winona Ryder, pareil, le point de vue est très fort, on comprend donc c'est pas forcément le réel qui amène le point de vue, hein, c'est vraiment le principe de ne pas y déroger surtout et de le traiter jusqu'au bout, quel que soit ce qu'on a envie de faire du personnage, il faut respecter le personnage au-delà parfois de ses propres envies de lui faire autre chose quand on traite le réel. Et à Chacha, j'avais adoré le livre pour ça, parce que Laurent Binet, il traitait ça dans son livre, ce que j'ai pas pu faire dans le film forcément, parce que je pouvais pas raconter comme j'étais en train de faire le film, mais il traitait un fait historique en disant, putain, ça m'emmerde là, parce que j'aurais préféré que les résistants, en fait, ils fassent ça et qu'ils se mettent en couple avec elle, plutôt que la trahir, parce qu'on aurait envie parfois de tordre la réalité. Or, il faut essayer de s'en empêcher, à minima, de ne pas penser à la place du personnage, parce que c'est le personnage qui doit exister, c'est pas moi. Ça veut dire que quand vous écrivez d'abord vos personnages. Est-ce que vous écrivez pour des personnages et au fur et à mesure de votre expérience, vous allez vous détacher de l'intrigue? L'intrigue n'a pas d'importance, ce qui est important. Les deux sont mêlés, c'est-à-dire qu'on fait d'abord l'intrigue quand même, parce que, enfin d'abord l'intrigue, la structure, donc la structure, si on parle de film en 3 actes par exemple, il va forcément répondre à d'abord, si c'est une enquête, à l'enquête. Mais les deux sont imbriqués parce qu'on va faire évoluer les personnages à l'intérieur de cette enquête et pour ça il faut les connaître par cœur, les comprendre et savoir où est-ce qu'on veut les amener et comment ils vont y aller. Ça c'est pour le principe de fiction pure. Et donc quand on fait face à des personnages qui ont existé, des personnages réels, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se dire tiens j'aimerais bien qu'il soit au départ comme ça et à l'arrivée qu'il pense ça. On ne peut pas faire ça. Donc il faut garder... il faut se priver parfois de la liberté de les faire évoluer comme on le voudrait et être fidèle à la façon dont eux l'ont vécu et essayer de le comprendre de manière à bien le restituer. Et en même temps, par exemple, Claude Sauté, Max et les Ferrailleurs, je mets au défi les gens de raconter l'histoire. Ce qui intéressait Claude Sauté, c'était des personnages, c'était la confrontation, Romy Schneider. Donc voilà, est-ce que vous pourriez écrire un film purement qu'avec des personnages et de ne pas vous passer, pardon, c'est pas une provocation, mais de la béquille de l'intrigue? Je sais pas. Est-ce que ça serait l'écrire, c'est sûr que je ne saurais pas le faire, je pense. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Mais le faire, peut-être. Ouais. Le faire, oui, peut-être. Parce que j'aime tellement les acteurs, j'aime tellement les personnages que je pourrais prendre beaucoup de plaisir sur une histoire d'amour, par exemple, à avoir des personnages qui volent et qui sont sans but et qui évoluent avec une intrigue ultra minimaliste. Oui, je pourrais, oui. Il y a des acteurs dans la salle, donc on va un peu aussi s'adresser à eux directement. On a parlé de Sidney Lumet. Sidney Lumet avait la même technique que John Ford et que Orson Welles, c'est-à-dire qu'il demandait à leurs acteurs, il leur demandait d'être le meilleur possible dans les 3 premières prises. Comment vous travaillez, puisque vous nous avez dit que vous ne travaillez pas avec des répétitions? Alors déjà, comme Chabrol, il disait aussi, on parlait de Chabrol tout à l'heure, il disait un truc très juste aussi, il disait 60% de la direction de l'acteur, c'est le casting. Moi je crois en ça aussi. Je pense que si on se trompe d'acteur, déjà on se trompe beaucoup. Et si on prend le bon acteur pour le bon rôle, on a bien avancé sur la direction de l'acteur, par le choix de l'acteur déjà. Et puis après, moi j'ai une relation avec les acteurs qui est je les laisse assez libres finalement. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est le sens, plus que la réplique en elle-même. C'est le sens plus que l'axe de la lumière. D'ailleurs, je demande toujours à mes chefs opérateurs de ne pas en avoir. J'éclaire toujours par le plafond pour que les acteurs puissent vraiment évoluer dans le décor quasiment en leur guise, à part quand ils sont assis évidemment. Mais donc, je travaille beaucoup en leur donnant beaucoup de liberté et je ne les corrige quelque part, ou en tout cas, je ne les amène que vers le sens. Je veux avoir le sens. Et parfois, j'essaie même d'avoir mieux que ce que j'ai dans le scénario. Parce que s'ils commencent à le comprendre, le sens, au fur et à mesure des prises, finalement, ils le prennent pour eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on leur vole une partie d'eux, parce qu'ils vont finalement mieux le jouer que ce que je l'avais même imaginé. Mais alors, à quel moment on sait qu'on a le bon acteur pour le personnage? Sur le plateau. Ah ouais, mais il est déjà trop tard, on ne peut plus le renvoyer. Mais est-ce que justement on choisit, Cédric, un acteur pour ce qu'il est, pour le personnage, ou pour qu'il le devienne? Et qu'à un moment, il y a une part de métamorphose. Alors ça dépend des personnages, honnêtement. Il y en a...
ça dépend vraiment des personnages. Il n'y a pas vraiment de règles. Dans Bac Nord, Gilles est très proche du personnage. Enfin, très proche en tout cas. Il n'a pas de mal à aller vers le personnage. Gilles est quelqu'un d'assez un peu mouru, qui est très attachant, qui peut être drôle, mais en même temps, parfois, qui peut monter en pression. Donc il n'est pas si loin du personnage de Greg, là où François Civil, dans la vie, il est quand même très 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 loin du Marseillais de Cité. Donc voilà. Après aussi, on va chercher François. Je sais que François est un acteur extrêmement technique, extrêmement rigoureux. Donc je sais que d'avoir une performance comme ça, où il change complètement, il sait le faire. Là où il y a des acteurs qui sont plus instinctifs, plus animaux, et qui vont avoir peut-être un peu plus de mal à aller complètement à l'inverse de ce qu'ils font, ou en tout cas ce qu'ils vont donner le mieux, c'est quelque chose de plus brut, et parfois c'est bien plus puissant que la technique. Donc il faut passer du temps, moi j'aime bien passer du temps avec les acteurs avant de les choisir, en tout cas vraiment de les comprendre humainement, pour savoir qui ils sont, quel genre de personnalité ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, boire un coup avec eux, même finir à 1h du mat, mais aller chercher quelque chose, me dire, tu sais, ça y est, je connais ce gars-là à peu près, je sais ce qu'il est, et c'est ça que je vais aller chercher. Et là, voilà, en fonction, on peut envisager de donner tel rôle ou tel rôle à quelqu'un. Voilà, chez Karim Leclou, je suis allé chercher ce côté très puissant dans Bac Nord, parce que je voulais un mec attachant, mais en même temps animal, ce que Karim a naturellement. Donc, voilà, c'est comme ça que je travaille. Je vais vraiment essayer de chercher chez les gens tout ce que je peux leur voler, en fait. Ça veut dire que la direction d'acteur, elle commence avant le plateau, ça c'est hyper intéressant dans votre dialogue, mais ça veut dire que comment vous travaillez, vous regardez beaucoup de films, des films français pour aller chercher les acteurs, parce que les gens ne le savent pas, le monde du cinéma ne se rencontre pas, à part dans les festivals, et c'est la grande richesse où à un moment on peut rencontrer un metteur en scène, un acteur. Donc comment vous faites, vous, entre guillemets, ce marché-là, de voir des performances, de voir des nouveaux talents? Effectivement, hein, c'est en voyant des films, ça c'est sûr, parce que parfois on se dit waouh, c'est qui c'est super. Mais c'est aussi avec, quand on démarre la préparation d'un film, il y a tout bêtement ce qu'on appelle un casting. Et le directeur de casting, moi j'aime bien qu'il voit vraiment beaucoup de gens. Donc ça passe aussi par là. Donc c'est tout un système. Mais évidemment, ça m'est arrivé, par exemple Kenza, comme tout le monde, je l'avais vu dans Sherazade. Et j'avais trouvé la fille complètement hallucinante. Donc, sans Sherazade, j'aurais jamais envisagé une seconde de travailler avec Kenza Fortas, qui même peut-être ne ferait pas de cinéma du tout aujourd'hui. Donc, c'est blanche de tout ça. Et sur le plateau, vous faites plutôt beaucoup de prises, ou au contraire, vous avez tendance à vous limiter? J'en fais pas mal. Pas mal, c'est combien? Ouais, j'en fais 20, 30? Non. Je dirais que je dois faire une moyenne entre 7 et 12, je dirais. Mais surtout, de plus en plus, je ne coupe pas, moi. Donc je fais plusieurs prises dans la prise. Je coupe pas la caméra, je rentre dans le plan, allez, on y retourne, parce que j'aime pas quand les maquilleurs, les coiffeurs arrivent et reprennent tout le truc, ça crée une inertie pas possible. Donc, comme moi, j'essaie toujours d'aller chercher de l'énergie, maintenant qu'on tourne en pellicule et qu'on tourne en numérique, que donc ne pas couper n'est pas un problème, mais j'ai tendance à laisser la caméra tourner, donc faire 3 prises, mais dans laquelle en fait il y en a 10. Qu'est-ce que vous leur dites à vos comédiens? Action, partez, vous ne leur dites rien? Je leur dis encore plus. Non, je n'aime pas action, moi, c'est mon assistant qui dit action. Donc, je fais que couper, évidemment personne n'a le droit de couper à ma place, mais non, ça dépend vraiment. Moi, j'essaie de m'adapter à eux, donc j'essaie de m'adapter à leur personnalité, à la situation, à la scène. Ça m'arrive même de rentrer dans le plan et de les aider. Tiens, prends ça, vas-y, bouge. Ou je leur parle pendant la prise, et parfois pas du tout, parce que parfois je sens qu'ils se corrigent eux-mêmes et qu'ils gagnent en puissance prise après prise. Donc vraiment, je m'adapte à ce que je vois. Je les laisse changer le texte un peu s'ils en ont envie, évidemment, parce que, comme je dis, moi je suis attaché plus au sens qu'au mot. Et donc ça va vraiment dépendre. Je vais travailler très différemment avec Jean qu'avec Gilles, très différemment, parce que ce sont des acteurs très différents, des personnalités très différentes. Jean est quelqu'un qui travaille beaucoup en amont, qui a besoin d'être très structuré sur son texte, d'arriver très près, là où Gilles est quelqu'un qui a plus besoin de s'exprimer très fort sur le plateau. Donc Jean va être très bon sur les premières prises, Gilles c'est plutôt à partir de la 4e, et parce que Gilles a besoin d'avoir les nerfs, d'avoir la rage et de sortir le truc de façon
plus brutales, là où Jean il a besoin de s'appuyer sur beaucoup plus de techniques. Donc je m'adapte à eux en fait. Je ne leur demande pas de m'adapter à moi parce que ça serait assez ridicule. C'est comme en sport, on s'adapte aux joueurs, on s'adapte pas. Tout le monde ne doit pas s'adapter à l'entraîneur. Ça marche pas comme ça. Donc moi j'ai tendance à faire en fonction de qui j'ai devant moi. L'instrument du peintre, c'est le pinceau, c'est le couteau. L'instrument du musicien, c'est le violon, c'est le piano. L'instrument du metteur en scène, c'est sa caméra. Est-ce que vous cadrez vos films, Cédric Jiménez? Alors, je ne cadre pas quand c'est des scènes de jeu, mais je cadre sur les scènes d'action. Parce que, d'abord, sur les scènes d'action, j'ai beaucoup de caméras. En général, j'en ai minimum 3, voire 4, donc je prends la 4e, parce que c'est celle où je peux me planquer quelque part tout en faisant un plan intéressant. Et puis parce que dans les scènes d'action, être trop loin de l'action, sur les retours vidéo, je ne sers vraiment à rien, ça pète dans tous les sens, quand je dis couper, ils ne m'entendent même pas. Donc j'ai tendance à vouloir être au milieu de l'action, sur les scènes d'action au cadre, et quand vraiment on est sur les comédiens, sur des scènes de jeu, je préfère être à la vidéo avec le casque et être très concentré sur eux. C'est-à-dire que la bonne prise, c'est pas celle que vous voyez au jeu, c'est celle que vous écoutez? Ouais, c'est très important ce qu'on entend, parce que finalement la vidéo c'est un écran qui est grand comme ça, donc on va pas avoir ce même rendu qu'on va voir dans une salle, alors qu'au son, quand même, on entend comment ça sonne, si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est vibrant, si c'est touchant, si c'est déchirant même. Au son, quand même, quand ça marche pas au son, ça marche nulle part. Est-ce que le cinéma, à un moment, ça peut s'apparenter à la sculpture, c'est-à-dire enlever des couches? Il y a le scénario, et puis on enlève. Steve McQueen avait la réputation d'enlever des dialogues. Au tournage, vous allez pouvoir enlever aussi des choses, des dialogues. Au montage, vous allez enlever ce qui n'est pas nécessaire. Est-ce que ça peut s'apparenter à de la sculpture, de la réalisation? Ouais, et puis même on rajoute parfois, donc c'est vrai qu'on modèle en tout cas. Moi au tournage, je rajoute beaucoup de choses. Par exemple, j'aime bien, je rajoute des petites choses, mais des choses qui restent souvent au montage. Par exemple, je vais rentrer dans un décor, je vais faire la scène telle qu'elle est, mais tout d'un coup, je vais dire, tiens, Jean, assieds-toi sur le canapé, là, fume une clope. Fume une clope, écoute la radio, allume la télé, vas-y, refais-le une fois, 2 fois, 3 fois. Ben, c'est des petits moments de vie qu'on n'écrit pas dans les scénarios, parce qu'ils sont chiants à la lecture d'abord, et parce qu'ils servent à rien. On se dit, tiens, bon, pourquoi mettre ça? Mais parfois, au montage, on va avoir besoin de ces moments-là, parce qu'ils vont amener une respiration, ils vont amener une intériorité au personnage. Donc ça, ce sont des rajouts. Et effectivement, il y a aussi des coupes, parce qu'on voit des prises où tout à coup, on voit bien que le texte est trop long, ou qu'une réplique ne sonne pas bien, l'acteur n'arrive pas à la jouer. En général, quand il n'arrive pas à la jouer, c'est qu'elle n'est pas bonne, la réplique, la plupart du temps, ou qu'il met de la mauvaise volonté. Ils savent très bien faire ça aussi. Mais non, mais sans blague, la plupart du temps, un acteur qui n'arrive pas, un bon acteur qui n'arrive pas à jouer le truc, c'est que le texte va pas, souvent. Donc on enlève, on est pur, ou on le dit autrement. Donc forcément, de toute façon, c'est une matière vivante, un film qui ne cesse d'être modelé. Et le montage, j'en parle même pas, parce que là, on a toute la matière à disposition. Donc on est clairement, d'ailleurs, on appelle ça les coupes, les cuts. On est clairement dans la finalisation, dans ce qu'il y a de plus jouissif, parce que ou de plus terrible, parce qu'on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est très jubilatoire d'avoir toute la matière, de pouvoir commencer à voir le film, de voir visuellement, je veux dire. Le découpage, c'est extrêmement précis. Vous faites un storyboard, surtout quand vous faites des scènes d'action, ou à un moment, même sur des scènes de jeu, vous arrivez le premier et vous inspirez du décor avec votre chef-op et vous travaillez là la place de la caméra. Ouais, je suis plus sur de la deuxième option. Alors les storyboards, j'en fais parfois quand il y a des scènes de cascade dangereuses pour les acteurs ou pour les cascadeurs, parce que là, le besoin de sécurité nécessite un besoin de précision. Mais sinon, autant que possible, j'en fais pas parce que ça m'emprisonne et j'aime pas trop ça. Et je préfère arriver effectivement le matin sur le décor plus tôt et avoir plutôt un principe scénographique, c'est-à-dire un parcours de l'acteur, et ensuite de placer mes caméras en fonction de ce que je vois dans le décor, de comment je le vois faire, comment je le vois bouger, je vois comment il s'approprie le truc, et là j'essaie vraiment de le suivre un maximum. Donc je suis plus sur un découpage
du direct le matin en disant tiens on fait ça, telle focale, la caméra A ici, la caméra B là-bas, qu'un prédécoupage en amont qui finalement me rend pas très service à moi parce que ça me met plus en doute que ce que ça m'aide bizarrement. Ça veut dire que la mise en scène c'est de la chorégraphie en fait? Ouais, chez moi beaucoup. Hein. Beaucoup? De la chorégraphie ou du mouvement en tout cas. Ouais. Pas forcément une chorégraphie prédéfinie, mais c'est du mouvement. Ouais. Puisque vous êtes honnête, je vais me permettre une question qui est un peu abrasive. Vous allez me mettre un coup de poing dans la gueule si ça vous dérange. Vos derniers films ont été des succès. Est-ce que vous avez peur d'échouer? Qu'est-ce qui fait que, pour vous, qu'un film est un échec? Bien sûr, on a peur d'échouer, parce qu'on n'a pas envie, d'abord, on n'a pas envie de décevoir. Y a pas, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui crée, qui se foute de la vie des autres. Vraiment, on crée pour partager. On crée, un musicien, il va sur scène pour être écouté. Dire un peintre, il expose pour être vu. C'est normal. Donc, échouer, faire quelque chose de mauvais que les gens n'aiment pas, est quelque chose forcément qui fait peur. Évidemment, ça peut être terrible. Je ne l'ai jamais vécu de trop. Mais j'aurais peur de le vivre parce que je pense que je le vivrais mal, ça me rendrait malheureux. Bien sûr qu'on a peur de ça. Est-ce que justement l'échec... Pas l'échec commercial, je parle vraiment de l'échec du résultat, faire un mauvais film et que les gens disent waouh c'est nul, waouh ça doit être dur. Est-ce que justement l'échec c'est comme en amour, c'est un cœur brisé et il faut accepter d'en passer par là? Ah c'est sûr, non mais c'est sûr, je pense que je dis j'ai pas eu encore... j'ai la fibre ça, le vrai, le gros, mais j'imagine que ça doit être une douleur terrible parce qu'on doit regretter, on doit se demander pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on a raté, c'est la faute. Voilà, ça doit remettre en question terriblement. Donc, mais parfois la remise en question est quelque chose de très positif, mais elle peut aussi être très destructrice. Donc, j'ai pas hâte, hein. Ça m'arrive. Puisque c'est une rencontre, une petite confidence, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer votre prochain film? Alors non, je prépare pas, mais j'écris. J'écris, évidemment, parce que on a toujours envie de se projeter vers le suivant. J'ai pris un peu de temps parce qu'après maintenant, en novembre, j'étais assez fatigué, plutôt vidé, même plus vidé en fait que fatigué. Et j'avais besoin de temps, et là on s'est remis à écrire, et ce sera une pure fiction pour le coup. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cette liberté que j'ai pas dans les histoires vraies, et d'avoir aussi le danger de ne pas être dans le confort de l'histoire vraie qui propose évidemment déjà des marqueurs narratifs ou des personnages. Et là, bon, il y a tout à faire et c'est très excitant. Vous en êtes où? Vous avez déjà fait une première version? Vous avez déjà fait une première version de scénario. Voilà, donc on repart sur la deuxième, on ira sur la troisième. Justement, par rapport à la French, par rapport à Bac Nord, par rapport à Novembre, combien il y a eu de versions à chaque fois? Est-ce que c'est exponentiel ou au contraire vous arrivez au fur et à mesure avec votre expérience à contracter le nombre de versions? Alors des vraies versions dans le sens où la préparation ne démarre pas, je dirais que sur Bac Nord il y a dû en avoir 3 ou 4. Sur la French peut-être un peu plus effectivement. Et sur Novembre, c'est différent parce que Olivier Desmangel, le scénariste, avait déjà écrit le scénario quand je suis arrivé dessus. Donc je ne sais pas lui-même combien il en avait. Mais nous, on en a fait une seule ensemble. La dernière, vraiment pour finaliser. Mais après, en préparation, on réécrit parce qu'il y a aussi la contingence des décors qu'on va trouver, qu'on ne va pas trouver, ou d'un coup de cœur d'un décor en fait, auquel on n'avait pas pensé. Donc il y a aussi une réécriture après de production qui va s'opérer tout au long de la préparation. On va terminer avec une question qui est presque un rituel, qui est pertinente et vous aurez la main, je ne rebondirai pas dessus. Cédric Jiménez, pourquoi filmez-vous? Je vais rien faire d'autre. Non, parce que c'est vrai que c'est très jubilatoire. Je filme parce que raconter des histoires, c'est quelque chose qui, je pense, qui m'est essentiel. Je me suis découvert ce besoin assez tard, mais j'ai toujours eu besoin d'en avoir des histoires beaucoup, qu'on en raconte, d'en regarder, d'en lire. Donc je pense que d'en raconter, c'est quelque chose d'essentiel. Et de le faire à travers le prisme de la caméra, quelque chose qui m'a apparu naturel. Mais c'est surtout raconter des histoires, en fait, qui est essentiel. Le président de cette 3e édition, M. Cédric Jiménez. Merci.